Lors de son intervention à l'Assemblée générale des Nations unies, le président Félix Tshisekedi a appelé, comme l'on pouvait s'y attendre, à la reconnaissance du génocide qui a eu lieu dans son pays depuis près de 30 ans. Pour lui, la communauté internationale a les devoirs de reconnaître ces génocides, sinon cela s'apparentera à une complicité. Je le dis solennellement devant cette Assemblée. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable, ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Madame la Présidente, alors que la planète se réchauffe et que les marginalisations s'aiguisent, ainsi et que les conflits se multiplient, le diagnostic qui avait inspiré en juillet 2023 la vision du nouvel agenda pour la paix du secrétaire général demeure pleinement d'actualité. Le monde est désormais confronté à des crises multiformes et profondes. Les fondamentaux de la prévention se sont affaiblis et le droit international, jadis puissamment rappelé par la Charte des Nations Unies, qui enjoint les États à s'abstenir de recourir à la menace ou à la force, est trop souvent bafoué. En croire Félix Tshisekedi, je cite, « La paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie, reconnaître les génocides congolais, soutenir notre combat pour la vérité et la justice, pour bâtir une paix durable. » Fin de citation. Le président congolais a aussi appelé la communauté internationale à assurer la mise en œuvre totale de l'accord de Washington avec le Rwanda, alors que les combats se sont intensifiés dans l'est de la RDC. Ces violences visent, selon le premier citoyen de la RDC, à piller les ressources du pays, effacer la mémoire collective et détruire les communautés locales. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas, a-t-il déclaré. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide. Notons que parallèlement aux efforts de paix, la RDC a transmis à ses interlocuteurs américains une liste des besoins internes en infrastructures et en énergie. De la même manière, dans la région des Grands Lacs, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Il faut rendre l'espoir à la population des Kivu et aux centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. Et c'est aussi pour cela que nous réunirons le mois prochain à Paris tous ceux qui peuvent répondre à l'urgence humanitaire et faire converger les initiatives de paix. Et je me félicite de ce qui a été conduit par l'Union africaine, par tant de voisins, par le Qatar, par les États-Unis d'Amérique. Mais l'urgence humanitaire, là aussi, est indispensable. Nous ne devons oublier aucun de ces conflits. Parmi les villages qui se sont vidés, il y a entre autres Mukili, Mirombo et Kamuli, dont les groupements Ikobo, mais aussi Kalinga, Bouimba, Ngambi, Mbukuru et Mukoa, dont les groupements Kisimba. En croire la société civile de ces coins, les rebelles ont contraint les habitants de ces villages à se rendre à Roussamambou,
Katekou et Bouloussa dans les groupements Ikobo dans une zone sous leurs occupations. Les déplacements de la population de ces villages a commencé mardi dans l'après-midi. Les autorités coutumières locales s'inquiètent du sort de leurs administrés obligés de mener une nouvelle vie loin de leurs champs, rapporte le même source. Un jour avant, soit lundi 22 septembre, ce sont les habitants de Missinga, dans la localité Irimia, dans les groupements Ikobo, qui ont été obligés de quitter leur village et orienter vers Roussamambou, dans la localité Mouronga, où ils vivent dans des conditions humanitaires précaires. Les rebelles de l'AFC M23 motivent leur décision par ce qu'ils qualifient des collaborations entre les habitants de ces villages et les Wazalendo. Les rebelles accusent la population de livrer les informations sur leur mouvement au Wazalendo. Au total, 9 villages sont restés déserts en l'espace de 24 heures seulement dans les groupements Kisimba et Ikobo dans les secteurs de Wanyanga. Pour rappel, plusieurs autres villages ont été abandonnés par leurs habitants dans les territoires de Walikale et Massissi sur appel des rebelles de l'AFC M23. Les plus récents sont Malemo, Minjenje et Mpeti, à la limite entre ces deux territoires. Les rebelles orientent ces habitants vers les zones sous leur contrôle, voulant selon eux lancer des opérations de grande envergure dans ces entités affectées par les conflits armés. Le responsable de cette zone de santé, Diop Makindo, indique qu'il est difficile actuellement de s'approvisionner car l'instabilité sécuritaire affecte l'axe routier utilisé pour atteindre les centres d'approvisionnement, notamment Niabiondo, Massissi et Goma. D'après lui, sa structure est actuellement obligée de référer tous les cas en Toto, Kibwa et Walikale. Diop Makindo souligne que Kimwa étant actuellement surpeuplé suite à l'afflux des déplacés, sa structure sanitaire, l'unique dans la zone, accuse l'incapacité de satisfaire les besoins de tous les habitants sur le plan sanitaire. Des cas d'épaloudisme, des gales et diarrhées sont les plus fréquents dans ces centres de santé d'après son responsable. Étant proche de la zone des combats entre les rebelles de l'AFC M23 et les forces gouvernementales, ces centres médicaux reçoivent aussi des blessés de guerre en provenance de lignes de front. Leur prise en charge médicale pose aussi problème suite à la rupture de stock de médicaments. Les responsables des centres de santé appellent les autorités sanitaires à appuyer des zones de santé de cette province afin de faciliter le traitement de patients, notamment des déplacés et des blessés de guerre, afin de sauver des vies humaines. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une mission d'itinérance que le VPM Chabani effectuera dès la fin de cette semaine, dont cette province est longtemps confrontée à des conflits intercommunautaires. Ils ont également salué les travaux déjà accomplis par le VPM en faveur d'une paix durable au Maïndombe. Ce voie s'inscrit dans le cadre de sa nouvelle politique de gouvernance sécuritaire, mais également dans son agenda d'itinérance. Il a déjà fait d'autres provinces, il est allé dans la Chopo, on a vu dans le Congo central, et maintenant c'est question d'aller dans le Maïndombe. Maïndombe, comme toutes les autres provinces, vous savez que Maïndombe est caractérisé par un certain nombre de conflits. Vous avez les massacres de Yumbi, vous avez eu les problèmes qu'il y a eu à Bolobo, vous avez les problèmes Mobondo, et tout ça. Son Excellence le vice-premier ministre a une idée dans un premier temps d'abord de réunir le Conseil de sécurité élargi. Je pense qu'il y a des grands responsables qui partiront de Kinshasa au niveau de service de la DGM, de l'ANER, du service de sécurité, le secrétariat général et lui-même en tête pour arriver, essayer un peu de creuser ces problèmes, de chercher à trouver des solutions. Nous voulons le remercier très sincèrement par rapport à cela et cela démontre l'intérêt qu'il accorde à la population, qu'il accorde à la sécurité au niveau de la province. Et nous, en tant qu'élus, on l'a suivi avec beaucoup d'attention. Nous allons nous concerter pour faire en quelque sorte une feuille de route sous forme de mémorandum que nous allons transmettre à son Excellence. Très bonne initiative. Ce qui se passe dans le Maïndombe, ce n'est pas une rébellion qui est venue de l'extérieur. C'est nous-mêmes, entre nous, fils du Maïndombe, nous nous entretuons, nous nous battons entre nous. Et que dans le cadre de sa gestion, qu'il estime qu'il est temps
pour essayer un peu de pénétrer ces problèmes. Quelles sont les causes réelles qui sont à l'origine de ces problèmes? Envie de mener à bien cette itinérance, les patrons de la sécurité nationale sera accompagné d'un groupe de ses élus pour relever le point saillant sur lequel il faut s'apaisantir dans le règlement de ces conflits. Les échanges ont principalement porté sur la feuille de route, les plans de relance de la Société nationale de loterie Sonal et les enjeux des régulations et des transparences du secteur. Lors de la présentation de l'état des lieux, il a été révélé qu'en 2024, près d'1 milliard de dollars américains avaient été générés, mais qu'à peine 1 million avait été réversé à l'État, révélant un important manque à gagner pour les finances publiques. Le ministre Doudou Fwamba a souligné la nécessité d'assainir les secteurs, de protéger les citoyens et d'accroître la mobilisation des recettes publiques. Il a par ailleurs réaffirmé la volonté du gouvernement de rendre la Sonal plus compétitive afin d'en faire un véritable levier de développement économique et social. Actuellement, le secteur des jeux de hasard et jeux d'argent est largement tenu par les privés, plus particulièrement les investisseurs étrangers. Il s'observe un embrasement sans précédent de la jeunesse vers ces jeux et c'est dans quasiment tous les coins de rue qu'on en trouve. Pour certains experts, cette situation est suicidaire pour l'économie congolaise, car le fonds généré par ces jeux bénéficie directement à l'émergence des économies d'autres pays, d'où les appels incessants de faire basculer la balance du côté congolais. Il est courant de voir dans les rues de jeunes errer sans occupation. Certains passent leur journée armés de leur CV, frappant aux portes des entreprises, déposant leur candidature dans l'espoir d'être rappelés. Ils repartent avec l'éternelle promesse, je cite, « Nous vous rappellerons », mais sans suite. Selon un entrepreneur interrogé, le chômage de jeunes en RDC s'est nourri de plusieurs causes. La majorité des jeunes n'ont pas les compétences qu'il faut pour avoir un travail ou obtenir un emploi qui peut être à leur niveau. Vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes qui sont des diplômés, des licenciés, mais qui n'arrivent pas à défendre leur diplôme. Nos vieux, nos papas, la majorité, ils ont déjà dépassé plus de 50 ans, ils ont déjà l'âge auquel ils doivent aller à la retraite, mais malheureusement, ils continuent toujours à travailler. Ce qui fait que la majorité des jeunes qui viennent ont du mal à trouver de l'emploi. Aussi, il y a un problème aussi sérieux dans notre pays, c'est qu'on a tout politisé. Malgré tout, il faut noter qu'aucun pays industrialisé et développé au monde n'a vaincu le chômage sans investir dans la terre, car elle reste la source de toute richesse, renseigne cet économiste. Actuellement, moi je trouve effectivement qu'il y a un secteur qui est trop négligé, c'est le secteur agricole. Les pays les plus développés aujourd'hui effectivement sont partis de la culture comme étant la base, comme le font les sous-bassements effectivement du développement. Il faudra que les jeunes effectivement puissent se mettre d'abord au premier plan et le secteur agricole peut être un bon secteur qui est pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Le monde de l'emploi aujourd'hui est un perpétuel mouvement. Les connaissances doivent s'actualiser quotidiennement. Il faut d'abord miser à ce qu'on appelle à la formation professionnelle. Vous voyez, la formation, puisque aujourd'hui, pour essayer de faire l'impact dans ce domaine professionnel, il doit avoir la formation et l'information. C'est difficile. Aujourd'hui, les jeunes comme moi n'ont pas vraiment accès à l'information premièrement et à la formation. Réduire le chômage de jeunes en RDC ne sera pas une tâche facile, mais avec une politique volontariste, une réforme de l'enseignement à tous les niveaux et le développement de l'entrepreneuriat, il est possible d'inverser la tendance et d'ouvrir de perspectives pour la jeunesse congolaise.